Bonjour. Ce cours s'adresse aux étudiants en technique du génie industriel. C'est une courte introduction à l'électricité et aussi au circuit CC. CC, ça veut dire courant continu. C'est la forme d'électricité la plus simple avec laquelle on travaille généralement au laboratoire. C'est l'électricité qui est produite par les batteries et puis des sources de tension régulées aussi qu'on a au labo. Donc, on va avoir en plus des circuits CC, une introduction à l'électricité. Je commence du début là, et je vous en dis le moins possible pour pas vous enquiquiner avec des choses qui vous seront pas utiles. Et je passe rapidement sur les concepts fondamentaux pour arriver le plus rapidement possible à l'électricité appliquée qui va vous permettre de faire vos devoirs et d'utiliser les équations pour répondre aux questions qu'il va y avoir dans l'examen final. Avant de commencer, vous voulez quand même savoir qu'il existe un truc qu'on appelle la charge électrique. Vous connaissez probablement là, les protons et les électrons. Les protons, ce sont des particules élémentaires qui sont emprisonnées à l'intérieur du noyau de l'atome. Et généralement, ils restent là, hein, à moins d'avoir une bombe nucléaire ou un accélérateur de particules super puissant. Les protons vont rester à l'intérieur du noyau de l'atome, là. Vous connaissez le modèle atomique habituel où on a des électrons qui tournent sur des orbites à l'extérieur du noyau et on a à l'intérieur les protons. Leur symbole, c'est P+, le P exposant plus, et puis pour l'électron, c'est E exposant moins. Les protons et les électrons sont porteurs de ce qu'on appelle la charge électrique. C'est quelque chose qu'ils vont porter naturellement. La charge électrique, c'est comme une caractéristique, une qualité, un peu comme la couleur de votre T-shirt. C'est quelque chose qui est porté par ces particules élémentaires-là. Et ça a comme conséquence de générer de l'attraction entre des particules chargées de signes différents. Par exemple, le proton et l'électron vont s'attirer avec une paire de forces action-réaction de même grandeur et de direction opposée qui vont pousser le proton et l'électron un vers l'autre. Vous avez compris aussi que si vous avez deux protons pas trop loin un de l'autre, il va y avoir ce qu'on appelle de la répulsion. Encore là, on va avoir une paire de forces action-réaction là qui vont être de même grandeur mais de sens opposé et qui vont essayer de distancier les deux protons P+, l'un de l'autre comme ça. Et on appelle ça la répulsion électrique. Même principe avec deux électrons. Là, si vous avez deux particules chargées négativement, ils vont se repousser avec une paire de forces, action-réaction. Vous avez compris. Plus, ça se repousse. Moins, ça se repousse. Et deux charges de signes contraires, plus et moins, il va y avoir de l'attraction. L'attraction électrique, c'est entre autres ce qui retient les électrons qui tournent autour du noyau atomique en orbite pour pas qu'ils s'en aillent comme ça et qu'ils sacquent leur camp vers l'autre bout du monde. Dans le noyau, vous avez aussi des neutrons. On n'en parle pas. Ils s'appellent neutrons parce que justement, ils portent pas de charge électrique. Ce sont des particules électriquement neutres. La charge, on peut la mesurer avec la variable qu'on appelle Q majuscule et les unités de mesure, ce sont des coulombs, C majuscule. Généralement, on travaille en microcoulombs. C'est une quantité qui est quantifiée, là, c'est-à-dire qu'on peut en avoir un certain nombre précis et pas une fraction entre les deux de ce qu'on appelle la charge élémentaire, là, la plus petite unité de charge, mais ça fait pas matière à l'examen, fait pas partie du cadre du cours et je passe là-dessus rapidement. Vous n'avez pas besoin de connaître la quantification de la charge, ni la façon dont on va mesurer la charge électrique. Vous avez simplement besoin de savoir qu'on peut charger des objets positivement, négativement, et que les protons et les électrons qui constituent l'atome sont des particules élémentaires naturellement chargées. Passons à la prochaine notion importante. Vous voulez savoir qu'il existe des conducteurs et des isolants électriques. Vous savez probablement déjà comment ça fonctionne. On donne quelques exemples rapides. Les conducteurs, ce sont des matériaux qui laissent passer les charges électriques. On peut l'écrire. Les conducteurs laissent passer facilement, les charges électriques.
Ça veut dire que les conducteurs vont laisser couler les électrons d'un atome vers l'autre atome. On pourrait penser aussi qu'ils vont laisser couler les protons, les particules positives, mais c'est pas le cas. Le courant électrique, là, le déplacement de charge électrique, c'est les électrons à la surface des atomes, sur les couches périphériques des orbites atomiques, qui vont sauter d'un atome à l'autre. Les protons, eux, sont emprisonnés dans le noyau de l'atome et ils vont pas bouger de là, à moins, encore une fois, qu'on ait une bombe atomique ou un accélérateur de particules, mais on va pas avoir ça au laboratoire et on n'a pas ça non plus là dans la vie de tous les jours. Donc, on prend pour acquis que ce sont les électrons qui bougent. Pour les isolants, c'est qui vont s'opposer au passage des charges électriques. Donc, on peut dire qu'ils ne laissent pas passer. C'est les charges électriques. Évidemment, là, il ne les laisse pas passer dans un temps qui est relativement court. Si vous attendez 8 ans, il y a peut-être des chances que votre isolant laisse passer les charges électriques. Vous connaissez des exemples de conducteurs, on peut en écrire. La plupart des métaux sont des bons conducteurs. De l'eau, plus des sels minéraux, là, par exemple de l'eau salée, comme du NaCl, du sel de table, ça va donner une solution qui est conductrice de l'électricité. Votre corps est constitué d'eau salée, là, l'eau physiologique, le plasma sanguin, c'est de l'eau salée, et vous voulez pas là penser que votre corps est un isolant. Votre corps peut conduire l'électricité. La peau, par contre, qui vous protège, est un bon isolant, mais si vous avez une plaie ou les mains mouillées, votre corps est exposé, il va conduire l'électricité. Pour les métaux, là, c'est les classiques, hein, cuivre, aluminium, argent, de l'or, nickel et compagnie, ça conduit le courant électrique. Les isolants, on en a plusieurs, là. Un qui est bon et qu'on oublie souvent, c'est l'air. L'air d'une pièce, là, ou l'air en général, est un bon isolant électrique. C'est une bonne nouvelle, là, parce que c'est quelque chose qui est autour de nous tout le temps et qui laisse pas passer l'électricité. Donc, il nous empêche de nous électrocuter simplement en regardant une prise de courant. On a aussi plusieurs céramiques. Il y a des céramiques là qui vont être utilisées par Hydro-Québec. La plupart des plastiques sont de bons isolants électriques, caoutchouc, etc. De l'eau qui est pas salée, H2O pur, c'est un bon isolant électrique. Il faut maintenant parler du courant électrique. Ça, c'est quelque chose qui est important et fondamental. Le courant électrique, là, si on veut donner une définition fonctionnelle, c'est la quantité de charge qui traverse la section transversale d'un conducteur par unité de temps. Donc, je vais l'écrire. La quantité de charge électrique qui traverse un conducteur. En fait, c'est la section transversale d'un conducteur, mais j'écris un conducteur par unité de temps. Si vous voulez, c'est le débit de l'électricité dans un fil électrique. On peut faire un dessin si vous voulez, là. Ça, c'est un fil électrique, maladroitement dessiné, mais quand même. Et là-dedans, vous avez des charges électriques qui vont bouger. Probablement, comme je l'ai dit tantôt, que ce sont des électrons qui vont se diriger comme ça vers la droite. Les électrons vont se diriger vers la droite parce qu'on a probablement relié le fil électrique à une source de tension qui attire les électrons à l'aide du positif de la source. Vous remarquez que la grande barre ici a un plus à côté, et ça, c'est le symbole qu'on utilise pour une source de tension. Ça peut être une batterie 9 volts, une batterie 1.5 volts, ou une source de tension qu'on a au labo. Et ça, là, ça va amener un potentiel positif du côté du fil qui est relié à la grande barre, et un côté négatif du côté du fil qui est relié à la petite barre. Le côté moins, c'est le côté négatif. Et la grande ligne rouge, là, c'est un fil électrique. Notre conducteur ici a le côté de droite relié au positif, on l'appelle V++, et le côté de gauche relié au côté négatif de la source. Vous vous souvenez que les plus attirent les moins, donc vos petits électrons là, qui sont à l'intérieur de votre fil électrique vont être attirés vers la droite du côté plus relié à la source. Le mouvement de ces électrons-là vers la droite,
on l'appelle le courant électrique. Et la vitesse à laquelle ces électrons-là se déplacent vers la droite, c'est le débit du courant, le débit de l'électricité, et on va le noter I majuscule, et on va dire que c'est delta Q sur delta T. Q, c'est la charge électrique, et T, c'est le temps. Le temps est mesuré en secondes, la charge est mesurée en coulombs. Honnêtement, dans votre cours, on n'a pas besoin de cette équation-là, généralement, et on va simplement dire que I, le courant électrique, est mesuré en ampères. Il reste une subtilité, c'est que le mouvement des électrons, ce n'est pas le sens correct pour le courant électrique I conventionnel. Le courant conventionnel se déplace en fait du plus vers le moins de la source et tourne comme ça à l'intérieur du circuit. Et vous voyez que c'est un déplacement à contresens de la vitesse des électrons. C'est correct comme ça. Il n'y a rien qui est erroné dans ce que je viens de dire. Maintenant, ça peut vous sembler bizarre, mais le courant I, c'est le sens de la flèche noire qui est du mauvais côté du déplacement électronique. Et là, vous allez demander, mais là, pourquoi c'est comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Scandale, scandale. C'est que lorsqu'on a découvert le courant électrique, on n'était pas au courant, la ponctue, c'est quand même une bonne blague, là, on n'était pas au courant que c'était les électrons qui se déplaçaient et non pas les charges positives. En fait, on n'était même pas au courant de la structure interne de l'atome, donc on pouvait pas deviner que c'était les électrons qui se déplaçaient. On a pris pour acquis que c'était des charges positives qui bougeaient et on les connaissait pas, mais on a dit que le courant électrique, par convention, c'était le déplacement des charges plus. Donc on dit que le courant électrique conventionnel, c'est un déplacement de charge positive, déplacement de charge positive qui vont du plus de la source vers le moins de la source. Donc un circuit là normal avec une source, probablement une résistance, peut-être une ampoule pour amuser tout le monde. Tout le monde aime ça quand ça fait de la lumière. Comme ça ici, la résistance, on l'appelle R, l'ampoule, on peut l'appeler L pour light ou lumière. Ben, ça va générer un courant électrique conventionnel qui part du plus de la source, qui traverse la résistance, traverse l'ampoule et fait son chemin pour revenir à la borne négative de la source. Le petit zigzag, c'est le symbole qu'on utilise pour les résistors. Ça peut être des éléments chauffants ou simplement des éléments de circuit électrique qui sont conçus spécialement pour s'opposer au passage du courant électrique et ralentir le débit de l'électricité dans un circuit. L'ampoule, c'est le symbole correct pour l'ampoule, avec son petit filament ici incandescent. C'est un élément de circuit, vous le savez, qui est fait pour transformer l'énergie électrique en lumière. Et ça, c'est la source. Généralement, on va mettre un petit symbole epsilon qui représente le nombre de volts. Par exemple, une pile 9 volts, ce serait epsilon égale 9 volts. Alors voilà pour le courant électrique. C'est un mouvement de charge positive qui part du plus de la source vers le moins de la source, même si on sait que le courant réel est à contresens du courant conventionnel et le courant réel lui représente le mouvement réel des électrons qui se déplacent dans le circuit. Alors voilà pour le courant. On prend maintenant une autre feuille pour aller parler de ce qu'on appelle la différence de potentiel. On l'appelle souvent DDP, on l'abrévie, différence de potentiel. La différence de potentiel, abréviation DDP, DDP, on l'appelle aussi la tension. Ça, ce sont tous des synonymes et c'est quelque chose qu'on va mesurer à l'aide d'un instrument qu'on appelle le voltmètre. La différence de potentiel, là, son symbole, c'est delta V. Et on dit que c'est la différence de tension entre deux points dans le circuit. Et ça, c'est comme une variation, delta pour variation d'énergie potentielle électrique.
Si vous connaissez l'énergie potentielle gravitationnelle, la variation due à la hauteur d'un objet dans le champ gravitationnel terrestre, ça ressemble pas mal, mais c'est pas tout à fait la même chose et c'est l'analogie, mais dans un circuit électrique. L'unité de mesure, ce sont les volts. Symbole V, dans le système international, on utilise les volts, et delta V, ça veut dire différence de potentiel, et ça pourrait valoir, par exemple, delta V est égal à, 10 volts, delta V est égal à 6 volts, etc. Dans un circuit électrique, on va utiliser ce qu'on appelle le voltmètre pour venir mesurer aux bornes d'un élément, par exemple aux bornes d'une résistance ici, la différence de potentiel entre deux points dans le circuit. Ici, on a un point avant le résistor et un point après le résistor. Et à l'aide du voltmètre, on va mesurer un certain nombre de volts qu'on appelle la différence de potentiel entre deux points du circuit. On peut faire une analogie que les étudiants aiment des fois, là. On peut comparer un résistor à une chute d'eau. Tiens, je pense que j'ai un crayon bleu. On exagère, on utilise des petites couleurs comme ça. Et on va dire que la différence de potentiel, c'est l'analogie de la hauteur de la chute d'eau. La chute d'eau représente la résistance et dans la résistance, on perd de l'énergie potentielle électrique sous forme de chaleur. C'est à ça que ça sert, un résistor. Ça transforme l'énergie potentielle électrique en énergie thermique qui est dissipée par le résistor et qui s'en va dans l'air ou dans le milieu ambiant dans lequel la résistance se trouve. Ça peut être de l'eau, par exemple, comme dans une bouilloire. Pour chauffer l'eau de la bouilloire, le résistor va transférer l'énergie potentielle électrique en énergie thermique dans l'eau qui, elle, à son tour, va devenir chaude et vous pouvez vous en servir pour faire du thé, du café, peu importe. Tout ça pour dire que l'énergie que l'eau avait en haut de la chute doit aller quelque part et cette énergie-là, elle est dissipée sous forme de chaleur et on mesure la perte d'énergie avec delta V qui vaut un certain nombre de volts et on va mesurer ce nombre de volts-là avec un voltmètre et vous pouvez imaginer que le voltmètre, c'est un peu comme un gallon à mesurer qui vient mesurer la différence de hauteur entre le haut de la chute et le bas de la chute. On pourrait penser aux sources de tension comme à des pompes qui vont prendre l'électricité qui est en bas dans le lac et qui vont la remonter vers le haut pour lui redonner de l'énergie. Donc, on pourrait voir epsilon comme étant quelque chose qui, remonte les particules électrique de charge jusqu'à une altitude plus haute et la source va agir comme une pompe qui est capable de redonner de l'altitude, donc de l'énergie potentielle aux charges électriques qui vont pouvoir être consommées plus tard par les résistors, les ampoules, les moteurs qui, eux, dissipent l'énergie électrique. Maintenant, on doit parler des circuits en courant continu. Voici comment ça fonctionne. Dans le plus simple des cas, là, vous avez une source avec un résistor. Il peut y avoir 2 résistors, 3 résistors, 4 résistors. On peut les grouper en série, en parallèle, et on va en parler bientôt. Ce que vous voulez savoir, pour l'instant, c'est que quand on dessine un circuit électrique, les lignes noires, ce sont des fils électriques. La grosse barre et la petite barre parallèle qui sont ici, c'est la source. Epsilon représente le nombre de volts à la source. Par exemple, on pourrait utiliser une batterie AA avec 1,5 volts, comme ça pour epsilon. Et les résistances R, il peut y en avoir 1, 2, 3, plusieurs. Ça se mesure en ohms. On pourrait avoir, par exemple, une résistance de 2 ohms. La résistance, c'est ce qu'on appelle l'opposition au passage du courant. Je vais l'écrire parce que c'est important. Sa définition, c'est opposition au passage du courant électrique. Donc, ça va servir à ralentir le courant électrique pour pas qu'il coule trop vite dans le circuit. Plus la résistance R est grande et contient un grand nombre de ohms, en passant l'unité SI, là, c'est oméga, c'est un symbole, une lettre grecque qui ressemble étrangement à un fer à cheval. Plus il y en a,
plus vous avez une grande opposition au passage du courant. S'il y a plusieurs résistances, on va les numéroter. R1, R2, R3, R4 en indice comme ça. Et ça se peut qu'il y ait plusieurs courants aussi. Donc, on va numéroter les courants I1, I2, I3. Le courant électrique, on n'en perd pas lorsqu'on traverse une résistance. Par exemple, si vous avez un courant I de 1 ampère avant la résistance, vous allez avoir le même courant I à la sortie de la résistance. Il y a beaucoup d'étudiants qui pensent qu'on va perdre du courant électrique. Le truc pour s'en rappeler, c'est que le courant I s'exprime en ampères et que des ampères, es-tu prêt? On n'en perd pas. On perd pas d'ampères. Donc, le courant électrique qui traverse un résistor, c'est le même courant à l'entrée et le même courant à la sortie. Même principe avec la source. Si vous avez un courant I1 de 1 ampère qui entre dans la source, vous allez avoir un courant I1 de 1 ampère qui sort de la source aussi. L'autre chose, là, c'est que les fils conducteurs sont toujours au même potentiel. Regardez bien. Le fil conducteur là, qui part de la borne plus de la source et qui s'en va jusqu'à la borne supérieure du résistor, comme on a 1,5 volts, on va l'étiqueter à 1,5 volts partout. Et ce fil-là va avoir 1,5 volts ici, là aussi. C'est 1,5 volts partout tant qu'on est sur le même fil conducteur. Mais où le fil conducteur commence et arrête? Un fil conducteur, ça commence à un élément de circuit et ça s'arrête aussi à un autre élément de circuit. Et le fil conducteur, c'est plus le même. En bas, là, c'est plus le même fil. Et je vais le faire en bleu cette fois-ci, là. Tiens, comme ça. Ça, c'est un autre fil conducteur. Et lui, par définition, on verra tout à l'heure, là, il est à 0 volts. Il est à 0 volts ici, il est à 0 volts là, il est à 0 volts là. Donc, des volts, on en perd dans la résistance. C'est le principe de la chute d'eau, là. Vous aviez un certain nombre de volts avant le résistor, avant la chute d'eau. Et là, vous tombez dans le résistor jusqu'à 0 volts ici. Et on va perdre aux bornes du résistor moins 1,5 volts. Ça veut dire que si on plaçait un voltmètre pour mesurer les volts entre le début et la fin de la chute d'eau, entre le côté haut et le côté bas du résistor, on trouverait delta V est égal à moins 1,5 volts parce qu'on a perdu moins 1,5 volts dans le résistor, la différence entre le fil noir et le fil bleu. Le courant conventionnel, vous l'avez vu, circule toujours du plus vers le moins et c'est celui-là qu'on dessine, jamais le courant réel. Bon, maintenant, on va être rendu à la loi d'Ohm et je vais couper le vidéo ici. La loi d'Ohm, c'est le prochain sujet de la prochaine capsule.